Et nous allons revenir avec mes invités sur cette semaine chargée en actualité, mise en place d'un cessez-le-feu en Syrie parrainé par la Russie et la Turquie, la nouvelle dégradation des relations entre Moscou et Washington, le bras de fer entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Marc Semo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Monde en charge des questions diplomatiques. Et également avec moi sur ce plateau, Thierry Guerrier, bonjour. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. Vous êtes journaliste politique. Alors on va revenir d'abord sur cette escalade des tensions entre les États-Unis et la Russie. Marc Semo, je me tourne vers vous. On a d'abord cru dans un premier temps, ce matin, que la Russie allait rendre finalement coup pour coup aux États-Unis, puisque le ministre des Affaires étrangères russe a dans un premier temps annoncé que des diplomates américains allaient être également expulsés pour finalement œil pour œil, dent pour dent, on va dire. Vladimir Poutine, dans un communiqué, a dit toute autre chose. Personne ne sera expulsé. Une déclaration qui a finalement surpris tout le monde. Quel est l'objectif de Vladimir Poutine ? L'objectif de Vladimir Poutine, c'est de transformer l'essai de sa victoire militaire en Syrie. Une victoire à court terme, parce que la guerre en Syrie est loin d'être finie après la chute des quartiers orientaux d'Alep. Mais aujourd'hui, Vladimir Poutine essaie de transformer l'essai, de le transformer au niveau diplomatique, d'où cette initiative du cessez-le-feu négocié avec la Turquie. Et il essaye aussi ainsi de sortir un peu du relatif isolement diplomatique dans lequel il était. Les tensions entre les États-Unis et la Russie tout au long de la crise d'Alep ont été sans précédent depuis la fin de la guerre froide. L'impuissance des Occidentaux était aussi sans précédent depuis la fin de la guerre froide. Pour la première fois depuis extrêmement longtemps, les États-Unis se sont trouvés pour le moment, en dehors d'un accord et d'une résolution de crise au Moyen-Orient. Donc pour toutes ces raisons, aujourd'hui, Poutine est le maître du jeu et il veut transformer l'essai. Avec en plus une idée derrière la tête, il sait qu'il ne peut pas se permettre une guerre longue en Syrie. Ce qu'il faut voir, c'est que la Russie a réussi à redevenir en apparence une grande puissance qui discute d'égal à égal avec les États-Unis. Mais la Russie, c'est un PIB, un produit intérieur brut, qui est entre celui de l'Espagne et de l'Italie. C'est très faible. Le budget militaire de la Russie n'est pas plus gros en absolu, même un peu plus petit que celui de la France. Donc pour toutes ces raisons, Poutine sait qu'il ne peut pas se permettre une guerre longue. Il y a aussi l'Ukraine, il n'arrive même pas à reconstruire le pont qui relie la Crimée au territoire russe. Donc pour toutes ces raisons, il faut une issue diplomatique et il joue ça à fond. Il joue le Poutine patelin, ce qui est une autre manière d'être au centre du jeu, parce qu'il y a ce symbole. Aujourd'hui, la paix en Syrie se discute à Moscou, à Astana au Kazakhstan peut-être plus tard. Pas contre les États-Unis, là il y a un projet de résolution aux États-Unis, donc c'est dans cet ensemble qu'il faut voir cette apparente réaction très calme par rapport aux expulsions de diplomates voulues par Washington. Thierry Guerrier, on a quand même l'impression que Vladimir Poutine a voulu faire un pied de nez malgré tout à Barack Obama, puisqu'il a une attitude très grand prince, finalement il s'est même limite un peu moqué dans sa déclaration. Mais je crois que compte tenu de ce que vient de dire Marc Semo, il a beaucoup de cartes en main. Et il peut se permettre cette attitude un peu grand seigneur et presque méprisante à l'égard d'Obama et des États-Unis. Dans un contexte où Barack Obama vient de sanctionner les États-Unis, les Russes, en poussant, en obligeant 35 agents des services russes à quitter bientôt les États-Unis à la suite des affaires de hacking dans le contexte de la campagne électorale. Très bien, mais Barack Obama ne pouvait pas ne rien faire, mais pour autant, ça semble dérisoire au regard des enjeux. Et dans ce contexte, Poutine, précisément, a tout loisir, alors que les États-Unis sont humiliés sur la Syrie, on va y revenir, réellement, il n'avait pas de solution. En tout cas, pour Poutine, c'est formidable d'apparaître de cette façon, comme quelqu'un qui finalement considère que tout ça, c'est peu de choses, alors que lui a la main sur une affaire qui finalement se finit plutôt bien. Et puis, on parle avec des gens sérieux. La Turquie, l'Iran, mais enfin les États-Unis, on leur donne rendez-vous après le 20 janvier. Justement, est-ce qu'on peut penser, messieurs, que l'arrivée de Donald Trump va changer quelque chose par rapport aux relations justement entre la Russie et les Américains ? C'est très difficile à dire, parce que Donald Trump dit « bon, je veux de nouvelles relations avec la Russie ». Il est dans une position délicate, notamment par rapport au Congrès, les républicains. Il est dans une position délicate par rapport au Congrès, etc. Mais il a toujours affiché sa sympathie pour Poutine et réciproquement. Mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que les précédents présidents américains, avant d'arriver au pouvoir, y compris George W. Bush, George Bush Jr., a dit « j'ai regardé Poutine au fond des yeux, j'ai vu son âme ». Barack Obama parlait de reset, de redémarrage. Bon, donc, pour le moment, Donald Trump dit ça.
c'est probable qu'à très court terme, il y aura des tentatives, justement, y compris de se décharger d'une partie des choses sur la Russie. Donc on peut imaginer que là, Vladimir Poutine a très bien joué ses cartes et sera justement l'interlocuteur à qui on saura gré de trouver une issue de crise en Syrie. Mais ensuite, très rapidement, les choses peuvent changer. Juste un mot pour finir. Dans l'équipe de Donald Trump, alors il y a certes un secrétaire d'État, s'il reçoit l'agrément du Congrès, ce qui est loin d'être acquis, Rex Tillerson, qui est, pour résumer, un homme du pétrole et un lobbyiste pro-russe, mais au niveau des militaires, à commencer par son conseiller à la défense, Mattis, ce sont des militaires républicains classiques qui sont extrêmement méfiants vis-à-vis de l'Iran et aussi vis-à-vis de la Russie. On en revient toujours à ce problème, finalement. Donald Trump qui est dans cette position délicate, puisque, on le sait, s'il annule le décret présidentiel, il pourrait se mettre à dos certains républicains du Congrès, qui sont d'ailleurs nombreux à être anti-russes. Ce que je crois, c'est que Barack Obama met en ce moment des petits cailloux dans les chaussures de Donald Trump. Sur l'affaire des relations avec la Russie, notamment après l'histoire du hacking, sa décision un peu magistrale de renvoyer des agents, ça nuit tout de même à la volonté de son successeur d'essayer tout de suite d'avoir de bonnes relations avec Poutine. Par ailleurs, en ce qui concerne évidemment Israël, la question des deux... Oui, le fait de s'être abstenu pour le vote de la résolution contre la colonisation israélienne. Et en même temps d'envisager, avec l'expression de Kerry, de rappeler qu'il faudra 2 États, dont un État palestinien, ça ressemble à un baroud d'honneur qui marque bien, et c'est une des raisons, c'est sans doute de la politique intérieure américaine, c'est une des raisons, un des souhaits de Barack Obama, c'est sans doute de montrer qu'il y a une réelle différence et de prendre date, différence avec Donald Trump, son successeur, de prendre date et de le mettre dans la difficulté, au moins à court terme avec ces 2 aspects en effet. Est-ce qu'on peut croire à un nouveau cessez-le-feu ? On va parler maintenant de la Syrie, ce nouveau cessez-le-feu qui est en route et qui est signé, vous le répétiez tout à l'heure, sans les États-Unis, qui n'est pas parrainé par les États-Unis. C'est la première fois quand même que ça arrive que les États-Unis soient mis hors jeu. Voilà, l'humiliation pour les États-Unis est terrible. D'une certaine façon, la force de Poutine, depuis le début dans la crise syrienne, ça a été la faiblesse des Occidentaux, à commencer par Barack Obama et sa dérobade, sa reculade à l'été 2013, quand, malgré ses engagements, la ligne rouge par lui-même fixée, il n'a pas décidé les frappes après que le régime ait utilisé le gaz sarin contre sa propre population. Donc, on va finalement jusqu'au bout. Et là-dessus, Vladimir Poutine enfonce le clou. Ensuite, de la possibilité que ce cessez-le-feu tienne, c'est très aléatoire. À court terme, oui, parce que pour des raisons variées, opposées, chacun des camps a besoin de souffler. La rébellion, après la terrible défaite d'Alep, qui est quand même sa plus grande défaite sur le terrain depuis le début du conflit, le régime qui rêve de reconquérir la totalité de la Syrie, ce que les Russes ne souhaitent pas, parce qu'ils voient très bien les risques de la chose, mais... Les Russes ont pour le moment les moyens de lui tordre les bras. Les Iraniens sont en embuscade. Ils peuvent encourager le régime à l'intransigeance, mais pour le moment, ils jouent le jeu. Donc, à très court terme, on peut imaginer que cela tienne. Ensuite, sur un peu plus de temps, c'est très peu probable. D'autant que les groupes qui ont signé sont... les groupes qui, d'une manière ou d'une autre, sont les groupes de l'opposition, de la rébellion modérée, soutenus par la Turquie, mais c'est une petite partie de l'ensemble du camp de la rébellion, sans même parler des djihadistes de l'ex-Al-Nosra. Donc, tout est ouvert, mais il y a une claire opération politique, il y a un symbole qui est très fort, il y a cette résolution qui va être votée à l'ONU. Donc, effectivement, Poutine est le grand maître du jeu en Syrie et de la guerre, et pour le moment, en apparence, une sortie de crise. Et ce qui est frappant, c'est qu'on peut s'interroger sur ce qui va rester, d'abord sur les motivations de Barack Obama en ce moment, et sur ce qui va rester de sa politique étrangère. Et on a le sentiment d'un personnage qui tente tout ce qu'il peut, avec ce baroud d'honneur diplomatique, dans la fin de son mandat, de façon assez peu fair-play d'ailleurs, et inhabituelle pour quelqu'un qui a toujours essayé de mettre de l'élégance dans la politique depuis le début de son premier mandat. Or là, on est à quelques semaines de l'installation de son successeur, c'est plutôt assez peu courant de faire comme ça, et on marque bien le territoire, et on prend des décisions qui sont nettement à l'opposé de celles qu'avait déjà annoncées son successeur, son futur successeur, dans son programme. Donc là, on peut se demander, et finalement, paradoxalement, en creux,
avec ce que vient d'expliquer Marc Semo tout à fait clairement, eh bien, ça donne le sentiment d'un échec. Ça signe en quelque sorte l'échec, cette obligation de montrer que la puissance russe aurait fragilisé la légitimité de l'élection américaine, l'élection présidentielle. Le fait qu'il faille, comme ça, au dernier moment, rappeler à Netanyahou, qui a été intransigeant, qui a été méprisant tout au long des 2 mandats à l'égard d'Obama, mais que finalement les États-Unis existent et que ils peuvent s'abstenir, donc nuire par défaut, mais qui peuvent aussi rappeler le droit ou l'objectif depuis des décennies qui était celui de la politique américaine, qui il faut 2 États palestiniens et israéliens. Enfin, tout ça peut sembler assez fort, assez magistral. En réalité, ça semble signer une grande faiblesse de la part de Barack Obama et un certain échec de sa diplomatie. Je sais pas si il se raccroche un peu au branche. Non, l'échec de la diplomatie. Il aurait pu faire ça avant. L'échec de la diplomatie d'Obama est flagrant. Autant politique intérieure américaine, il y a eu beaucoup de choses, et même la reprise économique. Mais vous ne trouvez pas que ça le signe en quelque sorte, symboliquement ? Absolument. En termes de politique internationale, c'est un échec terrible. Mais il y a justement cet homme qui est là pour essayer au moins, par exemple sur les questions israélo-palestiniennes, de rappeler un certain nombre de principes, mais en même temps de les graver dans le marbre. Parce que cette résolution, elle a été votée, bien sûr, elle existe, elle ne sera pas annulée. Alors cette résolution n'a rien de révolutionnaire, il y avait déjà eu des résolutions en 1980 contre la colonisation. Non, mais les États-Unis se sont abstenus. Voilà, mais à l'époque aussi. Voilà, mais là il y a cette résolution, elle est là, elle est claire. C'est dans la même logique que la France organise le 15 janvier prochain la conférence à Paris sur le Moyen-Orient pour rappeler qu'aujourd'hui il y a cette urgence de la solution à 2 États, et que, l'urgence de sortir d'un statu quo qui est de plus en plus explosif, et que la seule solution pour sortir d'un statu quo, c'est la solution à 2 États. Et que le problème, c'est que la colonisation rend de plus en plus impossible cette solution à 2 États. Donc rappeler ces principes, c'est bien, mais c'est un peu dérisoire. Aller plus loin. Voilà, c'est un peu dérisoire après 8 ans. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que Barack Obama, de cette façon, marque les choses, crante en quelque sorte le mouvement international sur la question israélo-palestinienne. Pourquoi ? Parce que Netanyahou a eu tout de même la force, la capacité depuis quelques années de laisser s'installer l'idée qu'au fond, cette idée qu'il y aurait un jour 2 États, un État israélien mais aussi un État palestinien, finalement c'est une idée complètement désuète, c'est fini, qu'il ne faut plus en parler. Or là, en effet, avec cette résolution, il y a tout de même un rappel en quelque sorte, en partant, à quelques semaines de son départ de la Maison-Blanche, un rappel au droit ou aux objectifs à peu près partagés par toute la communauté internationale pour Israël et pour son gouvernement. Donc de ce point de vue-là, en effet, mais c'est un peu une victoire à la Pyrrhus tout de même, et je reprendrai le terme, c'est un petit peu dérisoire à 3 semaines, même si ça va un peu contraindre Trump. Est-ce que c'est pas encore un petit caillou, malgré tout, mis dans les chaussettes de Donald Trump aussi ? C'est un petit caillou, mais là-dessus, Obama pense surtout à l'histoire. J'ai été très frappé par son dernier discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et au même moment, François Hollande faisait ce qui était déjà, on le savait, son dernier discours, même si personne ne savait encore qu'il ne se représenterait pas. Ouais. Voilà. Et finalement, Obama a éludé dans ce discours. Il a fait dresser un grand cadre de où va le monde, de la globalisation, de ses défis, de ses dangers, de ses opportunités, etc. Mais il a eu 2 mots pour la Syrie à peine. Alors que François Hollande a rappelé longuement à quel point il restait hanté par la tragédie qui était alors en cours à Alep. Et donc, il y a de la part d'Obama, qui est un homme finalement extrêmement orgueilleux, extrêmement intelligent, mais aussi extrêmement arrogant, une manière un peu de vouloir mettre de côté ce qui ont été ses échecs les plus fracassants. Et son échec le plus fracassant, c'est quand même celui de la Syrie, qui est aujourd'hui le pire conflit. Oui, c'est le plus fracassant, mais il s'inscrit dans tout le contexte du Proche-Orient, qui est un échec aussi, et en particulier sur ce dossier. C'est pour ça qu'il y a un côté baroud d'honneur et victoire à la Pyrrhus, avec cette dernière résolution. À quelques semaines de la fin de son mandat, rappeler le droit à Israël, ça semble même pas sérieux, même pour les Palestiniens eux-mêmes, même si ça peut les aider en effet, et c'est peut-être nécessaire de le faire. Et concernant les négociations de paix qui vont avoir lieu normalement en janvier au Kazakhstan par rapport à la Syrie, le fait, encore une fois, que les États-Unis n'y participent pas, que ce soit toujours parrainé. Alors là, c'est plus subtil, parce que à la fois dans cette première mouture à Astana, c'est un symbole, Astana quand même, en plus un symbole eurasiatique, un thème qui est extrêmement cher à Vladimir Poutine. Donc Astana, le Kazakhstan, pays turcophone, donc c'est à la fois
C'est à la fois un Cette vassal frère aussi, de la Russie la- et en même temps, ça fait extrêmement plaisir à Recep Tayyip Erdogan. Voilà. Donc voilà, il y a ce symbole, mais en même temps, ils viennent de le répéter là, ça se fera ensuite dans le cadre de l'ONU. Stéphane de Mistura devrait relancer les négociations à partir du 28 février, je crois, à Genève. Donc voilà, mais il y a ce symbole et personne ne pense sérieusement qu'on peut laisser les États-Unis hors, et l'Europe d'ailleurs, hors de la résolution de crise en Syrie pour une raison toute simple. La Russie n'a évidemment pas les moyens de la reconstruction de la Syrie et personne d'autre. Les seuls qui ont les moyens, c'est la communauté internationale, à commencer par l'Europe. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que veut jouer la France. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une vraie sortie de crise en Syrie, s'il n'y a pas d'une manière ou d'une autre à terme une alternative et un départ de Bachar al-Assad qui, vu le passé, les 300 000 morts, voire les 500 000 morts, ne peut pas être l'avenir de la Syrie, il n'y aura pas d'aide des Européens et des Américains. Je pense Un que dernier mot. Marcelo a raison. L'important, ça va être plutôt Genève, à propos de l'avenir de la Syrie et à propos de l'avenir Ça prendra du statut tous les acteurs dans leur personnel globalité. de Bachar el-Assad. Mais on est là avec la réunion d'Astana, et c'est sans doute la seule chose qui intéresse Poutine, dans le contexte d'un symbole qui est le dernier coup de pied de l'âne à Barack Obama avant qu'il s'en aille. C'est-à-dire que, voilà, il montre qu'en l'absence des États-Unis de cette réunion avec la Turquie et l'Iran, finalement, au revoir. Merci messieurs d'avoir été avec nous et d'avoir participé à ce débat. L'information continue sur France 24.